C'est le moyen préféré du gouvernement pour faire des économies, réduire l'accès à l'allocation chômage ainsi que son montant. Alors après une première réforme de l'assurance chômage en 2017 et une deuxième en 2019, Gabriel Attal vient d'annoncer une troisième. C'est une annonce prononcée par le Premier ministre Gabriel Attal qui a mis le feu aux poudres. La réforme de l'assurance chômage. Je vous dis oui, il y aura une réforme de l'assurance chômage cette année. La question du jour, une nouvelle réforme de l'assurance chômage sur les rails. Le problème, c'est qu'on commence tout juste à mesurer sérieusement les effets négatifs des deux précédentes réformes d'Emmanuel Macron sur le corps social et que ce nouvel épisode pourrait bien sceller le sort de l'idée même du droit au chômage. Quand le taux de chômage remonte, il faudrait au contraire augmenter les protections pour les personnes privées d'emploi. On incite les gens à choisir, et en fait c'est pas vraiment un choix, mais être obligés de prendre des emplois de mauvaise qualité plutôt que de rester au chômage, sous prétexte qu'on aurait ce que les économistes appellent du chômage volontaire. Cet argument qui cible les chômeurs comme des gens qui profitent soi-disant d'un confort économique. En fait, le gouvernement nous rend les chômeurs et les travailleurs précaires responsables de la crise en cours et notamment de la dette. Alors pour justifier une telle casse du système social, ce sont les mêmes idées infondées économiquement sur lesquelles le gouvernement continue à s'appuyer. Pour trouver un travail, il suffirait de traverser la rue et ceux qui ne travaillent pas ne le veulent pas vraiment. Vous trouvez normal qu'on gagne plus au chômage qu'au travail? Le problème, c'est qu'il y a des emplois non pourvus dans notre pays alors qu'il y a beaucoup de chômage. Les demandeurs d'emploi qui ne démontreront pas une recherche active verront leurs allocations suspendues. Je n'ai pas d'excuse pour les gens qui disent « ça fait 9 mois que je trouve pas d'emploi ». Bah non, c'est juste que t'as pas cherché en fait. Alors dans quel contexte idéologique cette nouvelle réforme s'inscrit-elle ? Qu'est-ce qui va changer ? Comment cela va-t-il impacter la vie des plus précaires ? Et surtout, pourquoi le gouvernement persiste-t-il dans des réformes que même sa propre administration ne soutient plus ? C'est ce qu'on va voir tout de suite dans cette nouvelle émission économique pour Blast. Ça fait des années que les réformes de l'assurance chômage ont régulièrement ajusté les droits des chômeurs dans le but de stimuler le retour à l'emploi. On pourrait revenir sur plusieurs décennies d'évolution, mais on a choisi de se concentrer ici sur l'action d'Emmanuel Macron, puisque c'est bien lui qui est au pouvoir aujourd'hui et que cette énième réforme s'inscrit dans la ligne politique qui est la sienne. Retour en 2014. Emmanuel Macron fait son entrée au gouvernement au poste de ministre de l'économie. Son influence commence avec la loi El Khomri. Son rôle est indirect mais significatif. Il n'est plus ministre au moment où la loi est adoptée en 2016. Cependant, son influence en tant que ministre de l'économie avant la proposition de cette loi, ainsi que ses positions économiques, ont contribué à façonner l'environnement politique et les réformes libérales du marché du travail poursuivies par le gouvernement Hollande. Si la réponse, et en particulier la réponse de gauche, c'est ne plus rien faire, c'est considérer qu'avec 10% de chômeurs et 25% de chômage des jeunes, eh bien, tout est bien qui finit bien, Madame la députée, alors ça n'est pas une réponse de gauche acceptable. Cette loi modifie le cadre des négociations collectives. Elle donne plus de flexibilité aux entreprises pour adapter les conditions de travail et les horaires directement au niveau de l'entreprise plutôt qu'au niveau de la branche. Cela inclut les conditions sous lesquelles les licenciements économiques peuvent se produire. Bref, ça facilite les conditions de licenciement pour les entreprises, notamment celles qui sont en difficulté. Parce que c'est notre projet! Et c'est juste après ça que surviennent deux réformes majeures de l'assurance chômage, cette fois-ci sous la présidence d'Emmanuel Macron de 2017 à 2019. Ces réformes sont axées sur la réduction des dépenses de l'Unédic, l'organisme qui gère l'assurance chômage en France, et sur la soi-disant incitation à la reprise rapide du travail. Les deux lois contiennent les mêmes grands axes qui sont ceux qu'on retrouve aujourd'hui dans ce nouveau projet de réforme. Un durcissement des conditions pour ouvrir ou recharger les droits au chômage, une introduction de la dégressivité des allocations pour les hauts revenus et une augmentation des sanctions pour les chômeurs ne répondant pas aux critères de recherche active d'emploi. Depuis leur mise en place, ces mesures ont réduit la protection sociale des chômeurs, particulièrement pour ceux ayant des carrières hachées, qui voient désormais leur allocation baisser plus rapidement. Les études sur le sujet montrent bien, depuis ces 2 dernières années, qu'elles ont précarisé une partie de la population.
L'Observatoire français des conjonctures économiques, l'OFCE par exemple, a notamment montré que la réforme a diminué la sécurité de l'emploi et que les contrats précaires se sont multipliés, le tout pour une efficacité dans l'incitation à l'emploi plus que limitée. Dans une étude sur l'impact de ces deux grandes réformes, l'Observatoire conclut « L'expérience montre que jamais un système de protection sociale n'a été redressé de cette manière et n'a suscité autant de doutes sur son efficacité. Aucune théorie ne suggère qu'abonder la politique de redistribution en lieu et place de l'assurance chômage sécurise mieux les actifs et bénéficie au fonctionnement du marché du travail. La réforme des règles a créé plus de problèmes qu'elle n'en a résolus, si bien qu'une sérieuse remise à plat apparaît plus urgente que jamais. » Résultat, parmi ceux qui avaient déjà du mal à trouver un emploi, la détresse a augmenté. Dans quelques semaines, Priscilla va reprendre son poste aux remontées mécaniques d'Avoria, en Haute-Savoie, mais à la fin de la saison, au printemps prochain, quand il faudra se déclarer au chômage, cette saisonnière va perdre gros. Ça serait au moins une baisse d'à peu près 300 €. Donc si on n'arrive plus à boucler nos fins de mois, les intersaisons, parce que nos allocations ont baissé, il serait temps de penser, est-ce qu'on ne changerait pas carrément de région? Le choix de vie de saisonnier est complètement remis en cause avec cette réforme du chômage. Pour ce qui est de la réforme de 2019, la DARES, qui dépend du ministère du Travail lui-même, a produit un rapport pour en évaluer les conséquences. Et il est désormais prouvé qu'il est devenu plus difficile d'être indemnisé par l'assurance chômage. Entre 2019 et 2022, les ouvertures de droits ont chuté de 17%. Et les premiers touchés, ce sont les jeunes, les moins de 25 ans notamment, et les précaires. Le tout avec des allocations amaigries. 26% des allocataires qui ont ouvert un droit selon la nouvelle loi ont perçu une allocation de plus de 10% inférieure à celle qu'ils auraient touchée selon les anciennes règles. Si vous voulez revenir sur toutes les réformes, lois et décrets qui ont vraiment durci les règles du chômage, je vous conseille cet article récapitulatif des décodeurs du Monde qui détaille tout ça longuement. Car cela ne s'est pas fait que dans les lois qui traitaient directement de l'assurance chômage. Par exemple, on y apprend qu'un décret de janvier 2019 a permis de radier plus systématiquement les chômeurs, comme par exemple ceux qui loupent un rendez-vous avec leur conseiller Pôle emploi, avec des sanctions toujours plus lourdes. En décembre 2022, le gouvernement a aussi discrètement instauré un mécanisme contracyclique dans le système de l'assurance chômage qui, en gros, modifie la durée d'indemnisation des chômeurs en fonction de l'état de santé du marché de l'emploi. C'est la loi sur le fonctionnement du marché du travail. Les règles de l'assurance chômage évolueront donc désormais en fonction de la conjoncture. Le gouvernement instaure en quelque sorte une météo de l'emploi. En janvier 2024, nouvelle loi. Cette fois-ci, ce sont les salariés en CDD ou intérim qui refuseraient un CDI qui sont visés. Si on leur propose un CDI au même poste ou à un poste similaire, ils n'ont plus le droit de refuser plus de 2 fois. Sinon, ils seront désormais privés d'allocation chômage. Moi, je viens de sortir d'un entretien de ce matin. Tout frais, tout chaud à l'heure actuelle. Je suis à la recherche d'un emploi et je suis très très actif sur le marché du travail pour en retrouver un justement. Donc, je suis inscrit chez Pôle emploi depuis le 1er juin. J'ai profité donc j'ai travaillé pour ça pendant mon dernier CDI a duré presque 5 ans pour une grande marque de luxe. CDI que je n'ai pas voulu quitter initialement et problème interne, bref, je ne vais pas déballer là-dessus. Et aujourd'hui, quand je recherche un emploi, alors déjà Pôle emploi me propose pas d'emploi ou me propose des formations pour aller dans le BTP ou la restauration alors que je suis un commercial. Oui. Mais au-delà de ça, l'entretien que j'ai eu ce matin, on m'a proposé 1750 € brut de salaire, ce qui faisait à peu près 1300 € net sans le passage d'impôt, bien évidemment, tout en sachant qu'aujourd'hui, je suis à 2600 € de Pôle emploi, parce que j'ai travaillé pour arriver à ce stade-là. Et en gros, on est en train de me dire que si je refuse 2 fois les 1700 € bruts par mois, je perds mes 2600 € que j'ai travaillé et cravaché pendant ans pour aller les avoir. Dans un communiqué commun, les syndicats CGT, FSU et Solidaires dénoncent « L'objectif est clair, vider de sa substance l'assurance chômage et ainsi forcer les privés d'emploi à accepter n'importe quel poste. En d'autres termes, imposer une forme de travail forcé. » En avril 2024, une nouvelle loi entre en vigueur et impose désormais de ne plus donner d'indemnisation chômage à quelqu'un qui ferait un abandon de poste. Encore des bénéficiaires en moins à indemniser. Pourtant, comme le précise l'article du Monde, l'Unédic avait procédé à une enquête en juin 2023 sur les motivations de ceux qui abandonnaient leur poste. Les salariés évoquent les conditions de travail, la volonté de se reconvertir, des problèmes de harcèlement ou de mal-être. La plupart du temps, l'abandon de poste est précédé d'un refus de l'employeur de signer une rupture conventionnelle.
Bref, vous l'aurez compris, depuis qu'Emmanuel Macron fait de la politique, il n'a cessé de s'attaquer par tous les moyens possibles et imaginables aux allocations chômage pour faire des économies, et ce n'est pas terminé. C'est dans ce contexte, début 2024, que le gouvernement a annoncé qu'il préparait une nouvelle réforme de l'assurance chômage. Je dis oui, il y aura une réforme de l'assurance chômage cette année. Mais ce qui est passé sous les radars, quand on évoque cette réforme dans les médias, c'est le peu de soutien que rencontre cette idée chez les experts. Si les syndicats ou encore de nombreux économistes critiquent vivement le bien-fondé économique de ce type de réforme, tout comme plusieurs figures de la majorité présidentielle, même la propre administration d'Emmanuel Macron y est opposée, et ce depuis le début. C'est ce que nous apprend cet article de Mediapart, qui s'est procuré un document interne. Dès l'automne 2023, 2 services du ministère du Travail ont expliqué à la présidence que cette réforme serait une mauvaise idée. La direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques, la DARES, et la délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle, la DGEFP. L'Élysée a interrogé ces 2 services sur la possibilité d'un nouveau raccourcissement de la durée d'indemnisation des demandeurs d'emploi, et les auteurs d'une note interne considèrent qu'une telle idée est peu opportune. Selon ce même document, rédigé par ces 2 services et révélé par Mediapart, le scénario privilégié par le président de la République consisterait à remplacer le coefficient réducteur de 0,75 par un coefficient de 0,6 pour inciter davantage à un retour rapide à l'emploi, ce qui porterait la durée d'indemnisation à 14,4 mois au lieu de 18 mois actuellement. Ce scénario, la réforme que souhaite Emmanuel Macron, donc, a déjà été chiffrée par la DARES sur demande du ministère du Travail. Et selon les calculs, cette nouvelle baisse de durée d'indemnisation précipiterait la fin de droits de 400 000 allocataires supplémentaires sur une année, conduisant ainsi à 100 000 bascules supplémentaires au RSA ou à l'ASS. Oui, 100 000 personnes qui basculeraient dans la pauvreté avec cette nouvelle réforme, ce sont les calculs du ministère du Travail. Tout ça pourquoi ? Eh bien pour faire, selon le ministère, 3 milliards d'euros d'économies par an, alors que les 2 précédentes réformes permettront déjà d'économiser 6,7 milliards par an à l'horizon 2027. Bref, des économies encore et toujours dans les caisses de l'allocation chômage, et ce, alors que, rappelons-le, les cotisations ne baissent pas. L'assurance chômage coûte toujours cher aux assurés. Ça coûte environ 1 mois de salaire net de contribution par an et par salarié, soit 35 mois de salaire sur une carrière complète, l'équivalent de 50 mois d'allocation, comme le souligne Alternative économique. Mais en 50 ans, si les droits n'ont cessé de se réduire, les contributions, elles, n'ont jamais cessé d'augmenter. Mais revenons à notre réforme. La note envoyée par les 2 services du ministère du Travail à l'Élysée est catégorique. Il paraît complexe de justifier un tel durcissement dans un contexte de chômage stagnant ou en légère hausse. Cela provoquerait une faible acceptabilité politique et sociale d'une nouvelle réforme. Éric Heyer, directeur du département d'analyse et prévision de l'OFCE, l'Observatoire français des conjonctures économiques, expliquait fin mars à l'annonce d'une nouvelle réforme à Public Sénat regretter qu'on préfère taper sur les chômeurs plutôt que supprimer des niches fiscales inefficaces. Or, sur les chômeurs, c'est inefficace, inégalitaire et ça ne rapporte pas énormément, vous êtes très vite à l'os. Bref, quasiment personne parmi ceux qui travaillent sur cette thématique ne juge que c'est une bonne idée. Ni les syndicats, ni les experts, ni même l'administration du gouvernement. Mais pas de quoi stopper le gouvernement qui poursuit quand même cette idée de nouvelle réforme du chômage, la 3e en 7 ans. Gabriel Attal a déjà annoncé qu'il y aurait une réduction de plusieurs mois de la durée d'indemnisation. Une des pistes, c'est de réduire cette durée d'indemnisation de plusieurs mois. Je ne pense pas qu'il faille que ça aille en dessous de 12 mois. Elle était pourtant déjà passée de 2 ans à 1 an et demi pendant le dernier quinquennat. Autre point, on devrait subir une augmentation de la durée d'affiliation, c'est-à-dire le temps qu'il faut travailler pour toucher le chômage, qui était déjà passé de 4 à 6 mois, ou encore une baisse du niveau d'indemnisation. La réforme a été présentée vendredi dernier à l'Unédic et ça n'a pas encore été annoncé officiellement au moment où nous tournons cette vidéo, mais le journal Le Monde s'est procuré le document. Sans surprise, ça pourrait concerner 1/3 des allocataires, soit une part considérable des ayants droit et faire économiser des milliards d'euros.
Pourtant, là encore, ça va à l'encontre même de la logique économique, même la logique libérale, car ce type de réforme n'est pas efficace. Et si le gouvernement se targue d'une réduction des chiffres du chômage, il semble plus lié à des événements conjoncturels, liés à la démographie par exemple, ou encore le contexte économique qu'à ces réformes, sans même parler, si l'on évoque une création d'emplois, de quel type d'emploi on crée. Et ça, c'est un impensé de la politique d'Emmanuel Macron. Ceux qui survivent de leur travail, notamment ceux à temps partiel subi. En 2022, il y a au moins 1 million de travailleurs pauvres en France selon l'INSEE, un chiffre qui risque de s'accroître avec la future réforme qui vient s'attaquer un peu plus à ce système d'allocation chômage. La conséquence, c'est de mettre la pression pour accepter des emplois, y compris dans ce qu'on appelle les métiers en tension, c'est-à-dire des métiers où les employeurs n'arrivent pas à trouver des salariés. On le sait, c'est la restauration, le tourisme, l'agroalimentaire, etc., qui sont des secteurs dans lesquels les rémunérations sont très basses, les conditions de travail sont très difficiles, les horaires sont décalés et souvent on a des contrats précaires, c'est-à-dire des contrats courts, voire de l'intérim. Et donc il s'agit d'accepter et de forcer à accepter les chômeurs des emplois de très mauvaise qualité qui, pour le coup, d'une part, ne vont pas permettre de désmicardiser, puisque c'était l'objectif de Gabriel Attal, mais on va forcer à prendre des emplois qui restent au SMIC et on va les forcer à prendre des emplois de mauvaise qualité, de mauvaises conditions de travail. En matière de chômage, le débat public est parfois fortement pollué par des idées reçues, véhiculées par des éditorialistes ou même les membres les plus haut placés du gouvernement. La liberté, c'est pas de se dire que finalement, je vais bénéficier des allocations chômage pour partir 2 ans en vacances. Selon la ministre du Travail, 1 chômeur sur 3 a tout simplement jeté l'éponge. Est-ce que cette solidarité, elle peut s'accompagner de contrepartie? Je traverse la rue, je vous en trouve, ils veulent simplement des gens qui sont prêts à travailler. Faire bouger un système pour inciter davantage à la reprise d'emploi. Il faut les remettre au travail, ces Français qui voudraient faire une pause. Il m'est arrivé parfois dans ce jardin de dire qu'il fallait traverser la rue. Il nous faut une mobilisation là aussi de la nation. Le problème de la France, c'est qu'on n'y travaille pas assez. On n'y travaille pas assez, c'est-à-dire qu'il n'y a pas assez de Français qui travaillent. Monsieur Macron disait qu'il suffisait de traverser la rue. Moi, je pense qu'il suffit de rester sur sa chaise, de prendre son téléphone pour trouver un emploi. Je n'ai pas d'excuse pour les gens qui disent « ça fait 9 mois que je trouve pas d'emploi ». Bah non, c'est juste que t'as pas cherché, en fait. Les chômeurs seraient paresseux, ils ne voudraient pas travailler, ils profiteraient du système. Si on écoute toutes ces personnes qui ont une parole médiatique et politique, on en viendrait à douter de la légitimité même du système d'allocation chômage. Et c'est vrai. S'il suffit de le vouloir pour le pouvoir, pourquoi ne pas carrément supprimer le chômage? Comme ça, si on pousse cette logique jusqu'au bout, terminer le non-emploi, non? Petit retour en arrière. Les racines de notre système, en France, remontent aux années 1900, avec les premières initiatives de caisses de chômage gérées par les syndicats ou les municipalités. L'idée était de mutualiser les risques liés à la perte d'emploi sur un modèle proche de l'assurance. Le système d'allocation chômage, proche de celui qu'on connaît en France aujourd'hui, a été formalisé après la Seconde Guerre mondiale dans un contexte de reconstruction nationale et de création de l'État-providence. Déjà sous De Gaulle, on parle de chômage. Dès la fin de 1958, le chef de l'État crée les ACEDIC et l'UNEDIC. Nous sommes au cœur des 30 glorieuses. Le pays ne compte à l'époque que 25 000 chômeurs. En 8 ans, pourtant, la situation commence à se dégrader. Le cap fatidique du million de chômeurs sera franchi en 1976. 2 ans plus tôt était instituée l'allocation spéciale d'attente qui garantissait aux demandeurs d'emploi 100% de son dernier salaire net pendant 1 an. C'était une réponse économique et sociale à la volatilité du marché du travail. Le chômage peut augmenter brusquement en raison de crises économiques, de changements industriels ou de la concurrence internationale. Les allocations chômage sont donc censées aider à gérer cette volatilité en offrant un soutien temporaire et en évitant aux Français de sombrer dans la pauvreté la plus rude à cause de ces fluctuations. Ça a aussi été encouragé car cela permettait un investissement dans le capital humain. En fournissant une ressource financière pendant les périodes de chômage, le système permet aux individus de chercher un emploi qui correspond à leurs compétences plutôt que d'accepter immédiatement un poste sous-qualifié. Ce système favorise donc une meilleure adéquation sur le marché du travail. Enfin, Bruno Coquet, économiste-chercheur associé à l'OFCE, le rappelle dans cet article pour Alternative économique.
Si l'assurance chômage a été créée, c'est qu'elle répondait à plusieurs besoins. Sans assurance chômage, les assurés qui le peuvent devraient se constituer un bas de laine équivalent, grâce à des salaires plus élevés. Cela immobiliserait une épargne liquide colossale, les emplois risqués trouveraient moins facilement preneurs, accepter le premier emploi venu marginaliserait encore plus les chômeurs les moins employables et réduirait la productivité, car en France, le capital humain ne résiste pas au chômage. C'est pourquoi la littérature économique de toute obédience défend qu'une économie est plus performante avec une assurance chômage qu'en son absence. Ce système, on en a donc besoin pour avoir une économie fonctionnelle. Mais aujourd'hui, on semble complètement avoir perdu de vue son utilité économique et sociale et on ne se focalise que sur de prétendus aspects négatifs en s'appuyant principalement sur des clichés infondés, notamment sur l'idée que l'allocation chômage désinciterait au travail. Alors revenons là-dessus. Adhérer à cette idée, c'est oublier premièrement qu'il y a bien plus de chômeurs que d'offres d'emploi. Pour vous donner un ordre de grandeur, il y a environ 13 fois plus de chômeurs que d'emplois vacants en France. Deuxièmement, ça revient à omettre que plus d'un demandeur d'emploi sur deux n'est pas indemnisé par l'assurance chômage. Seulement 5% des allocataires touchent plus de 1 750 € par mois et il y a plus de 50% qui touchent moins de 860 € par mois. Les données de l'INSEE montrent que le taux de pauvreté parmi les chômeurs est significativement plus élevé que dans la population générale. En 2019, le taux de pauvreté chez les chômeurs était de 38% contre 14% dans l'ensemble de la population. Être chômeur, ce n'est donc généralement vraiment pas un moyen de mener un train de vie confortable, voire d'accéder à des conditions de vie décentes. Le chômage est très majoritairement subi et non choisi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si c'est des questions d'incitation, on a eu des grosses vagues de paresse depuis 2008 et aussi en 1929 à la crise. Non, le chômage dépend de problèmes conjoncturels et la plupart des gens qui sont au chômage le subissent et ne l'ont pas choisi. Alors cette idée selon laquelle si on touche une allocation, on travaille moins, est économiquement non vérifiée et c'est Esther Duflo, prix Nobel d'économie, qui le dit. En ensemble, on trouve très peu ou pas d'effet sur la générosité des allocations chômage ou en général de la générosité de la protection sociale sur l'emploi. Oui. C'est-à-dire il y a un désir très profond chez beaucoup de gens de travailler et en particulier de travailler dans des emplois qui leur apportent du sens, qui ont du sens, de la dignité, etc. Et en fait, les hommes et les femmes politiques, là aussi c'est très répandu dans le monde entier, c'est pas spécialement franco-français, ont à nouveau une méfiance vis-à-vis des chômeurs ou de ceux qui ne travaillent pas en disant si les allocations ou le chômage ou les allocations sociales sont trop généreuses, ils vont pas vouloir travailler, ils vont devenir paresseux. Mais en fait, on n'en voit absolument pas la preuve. Mais ce sont bien ces idées reçues, économiquement infondées, qui gangrènent le débat public et empêchent d'avoir des discussions rationnelles sur le sujet. Journalistes et politiques continuent à organiser le débat comme s'il était prouvé que la baisse des allocations incitait au travail, alors que c'est tout le contraire. Si l'on parle beaucoup des chiffres et des statistiques et de l'efficacité économique de ces réformes, on oublie bien souvent de parler des chômeurs eux-mêmes. Il existe d'ailleurs peu de reportages sur le quotidien des chômeurs. Ils sont rarement invités sur les plateaux de télévision. On oublie que le chômage, c'est avant tout une souffrance documentée et mesurée par de nombreuses études. Le chômage a un impact profond et souvent dévastateur sur la vie des individus. Cela affecte leur bien-être économique, social et psychologique. On l'a vu un peu plus tôt, les chômeurs sont bien plus exposés que les autres à la pauvreté, ce qui participe notamment à la dégradation nette de leur santé mentale. Plusieurs études ont démontré que les taux de dépression et d'anxiété sont nettement plus élevés chez les chômeurs. Les chômeurs sont aussi victimes de stigmatisation sociale. Ils se sentent souvent perçus comme moins utiles ou compétents. Ça peut conduire à un isolement social, exacerbant là encore les problèmes de santé mentale. Une étude de l'Observatoire des inégalités indique que les chômeurs participent moins à des activités sociales et ont tendance à se replier sur eux-mêmes. Les parents de Bernard vivent à 300 km de là. Il les appelle toutes les semaines, mais à chaque fois il est tendu, car depuis qu'il est au chômage, il leur cache la vérité. Bon, il est 7h30, je suis rentré. Hein. Ouais. Le chômage, ça peut aussi être un véritable handicap sur une carrière.
raison de plus pour ne pas s'exposer volontairement à ce risque. Les périodes de chômage peuvent rendre plus difficile la recherche d'un nouvel emploi, en partie à cause de la dévalorisation des compétences et de l'expérience. Sans surprise, les chômeurs ont aussi souvent une moins bonne santé physique à cause du stress, une alimentation de moindre qualité et une diminution de l'activité physique. Son état de santé s'est considérablement dégradé avec le chômage. Perte d'appétit, de sommeil, de confiance et d'estime de soi, mais aussi des douleurs. Moi qui avais très rarement mal au ventre, j'ai souvent des nœuds. Il y a des fois où je suis avec des gens où il y a un stress qui monte, je commence à trembler inconsciemment. Et ça, je ne l'avais pas auparavant. L'INSEE note que les problèmes de santé sont plus fréquents chez les chômeurs que chez ceux qui travaillent. Je commence par un chiffre. 14 000 décès par an sont imputables au chômage en France. C'est la surmortalité estimée des chômeurs par rapport aux non-chômeurs. C'est une surmortalité de facteur 3. Autrement dit, sur une tranche de population de 35 à 65 ans, on a 3 fois plus de risques de décéder si on est au chômage. Bref, le chômage est une souffrance. Et la nouvelle réforme de l'assurance chômage, dans la droite lignée des précédentes, ne fera qu'accroître cette souffrance en augmentant la pression sur une partie de la population déjà fortement soumise au stress. Une question qu'on se pose perpétuellement lorsqu'on étudie les politiques économiques du gouvernement, c'est donc pourquoi ? Pourquoi faire cela alors que ça crée tant de détresse sociale et de dégâts économiques ? Pourquoi continuer à aller si loin ? S'il n'y a pas de réponse unilatérale, on peut sérieusement considérer que l'idéologie joue un rôle prépondérant. Car avant de mettre en place de telles réformes, peut-être faudrait-il s'assurer que les précédentes sont efficaces pour atteindre les objectifs donnés, à savoir une réduction du chômage. Or, cela n'est pas le cas. Par contre, de nombreuses études montrent, par exemple, que les baisses de taxation pour les grosses entreprises ou encore pour les plus riches n'ont pas eu les effets escomptés. Étrangement, le gouvernement semble beaucoup moins pressé de résoudre ce problème. Cette nouvelle réforme de l'assurance chômage s'inscrit donc dans un projet politique idéologique, même s'il prétend être du côté du pragmatisme, de la rationalité. Et cela ne date pas d'Emmanuel Macron. Le journaliste Benoît Colombat et le dessinateur Damien Cuvillier l'ont montré dans l'excellente bande dessinée Enquête, le choix du chômage. Le chômage de masse et la pauvreté sont un choix politique. Si le chômage augmente, s'il revient à 9%, ou s'il augmente très rapidement, c'est-à-dire de 0,8 points en un trimestre, c'est le deuxième critère, nous repasserions dans une situation non pas dégradée, mais finalement assez normale, avec des droits qui seraient rétablis. Il l'a dit de manière explicite, incontestable, si le chômage réaugmente rapidement, nous repasserions dans une situation normale, c'est-à-dire 24 mois d'indemnisation. C'était il y a moins de 2 ans. Olivier Dussopt, ministre du Travail, nous dit « C'est vrai, je réduis l'assurance chômage, mais c'est parce que l'emploi va bien. Si l'emploi va moins bien, on rétablira les droits des chômeurs. On reviendra vers 24 mois. » Moins de 2 ans plus tard, Catherine Vautrin, la successeur d'Olivier Dussopt, ministre du Travail, nous dit exactement le contraire. Puisque la situation de l'emploi va moins bien, nous diminuons les droits des travailleurs, les droits des chômeurs. C'est un mensonge d'État. Le gouvernement nous dit, puisque les conditions économiques se dégradent, nous allons réformer l'assurance chômage pour que plus de chômeurs prennent un emploi. C'est contraire aux promesses qu'ils avaient faites. Cette nouvelle réforme macroniste s'inscrit dans une volonté néolibérale de détruire les acquis sociaux et de servir un objectif précis, celui de diminuer le rapport de force des travailleurs face aux employeurs. Car même si ça peut paraître contre-intuitif, une réforme du chômage concerne également les personnes qui ne sont pas au chômage. Plus les conditions de chômage sont difficiles, plus les sans-emploi sont prêts à accepter des conditions de travail défavorables, et donc cela a des répercussions sur toute la chaîne de travail. Idem pour la loi sur le RSA, que nous avions déjà décrypté ici. Plus la condition de sans-emploi est intenable, plus on est forcé à accepter ou à rester dans des emplois vides de sens, inadaptés, éreintants, avec des conditions de travail inacceptables, où l'on subit du harcèlement par exemple. C'est d'ailleurs ce que dénoncent les syndicats. Mais c'est aussi pour casser le rapport de force là sur les salaires qui montent du fait de la pénurie de main-d'œuvre dans certains secteurs et forcer les salariés à accepter n'importe quel boulot
pour pouvoir faire encore baisser les salaires. Donc derrière l'enjeu de la réforme de l'assurance chômage, il faut bien faire comprendre que c'est pas seulement la situation des privés d'emploi. Il faut rappeler qu'aujourd'hui, les privés d'emploi, il y en a plus de 50% qui n'ont pas d'allocation chômage. Donc il y a un vrai problème et c'est pour ça qu'il y a le RSA et toute une série de minima sociaux. C'est parce que l'assurance chômage n'est pas suffisante ne couvre pas suffisamment l'ensemble des travailleuses et travailleurs. Et le but, c'est d'en exclure encore plus pour mettre la pression pour pouvoir accepter immédiatement un boulot à tout prix, même si ça correspond pas à ce qu'on cherche, même si c'est payé moins que sa qualification et même si c'est très éloigné. Cette réforme de l'assurance chômage risque donc de plonger de nouvelles personnes dans la précarité. Et les clichés sur les chômeurs ont la vie si dure que ces réformes ne provoquent pour l'instant pas de mobilisation sociale d'ampleur en guise de protestation. À moins d'une prise de conscience collective, le gouvernement pourra donc paisiblement poursuivre sa casse du système social. Pourtant, ce sont bien les plus précaires et les travailleurs qui vont subir les effets de cette nouvelle réforme et non les membres du gouvernement qui les mènent. C'est une évidence, mais ça apporte aussi un bout d'explication à la raison qui pousse nos dirigeants à mettre en place des réformes économiquement aussi infondées. L'écrivain Édouard Louis en parlait dans cette émission pour Click. La politique, c'est une question de vie ou de mort pour les dominés. Que pour les dominants, la politique, c'est une question de discussion, c'est une question d'opinion, c'est une question de débat. Mais pour les gens qui souffrent le plus, pour les gens les plus précaires, pour les gens les plus exposés, pour quelqu'un comme mon père, ce que j'ai raconté dans Qui a tué mon père, le livre que j'ai dédié à mon père, à la vie de mon père, c'est que pour lui, une décision de Macron ou une décision de Sarkozy, c'était quelque chose d'aussi intime que son premier baiser, que la première fois qu'il a fait l'amour, que sa relation avec ses enfants. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a un gouvernement qui va retirer, par exemple, 5 € d'aide sociale pour les personnes les plus précaires, comme mon père, comme l'a fait le gouvernement d'Emmanuel Macron, en enlevant 5 € d'APL pour les plus pauvres, eh bien pour quelqu'un comme mon père, ça veut dire je vais manger 2 jours de moins par semaine. On est dans une forme de paradoxe politique qui fait que celles et ceux qui font la politique, qui sont des gens dominants, qui sont des gens privilégiés, qui sont des gens qui ont de l'argent, qui sont des gens qui ont ce que Pierre Bourdieu appellerait du capital social, du capital économique, du capital culturel, du capital symbolique, c'est des gens qui sont protégés de la politique par les formes de capital qu'ils détiennent. Et au fond, les gens qui font la politique ne sont pas touchés par la politique. Et ça pose un problème quand même qui est majeur. C'est eux qui décident de nos vies, alors que la politique, elle n'a pas de pouvoir sur eux. C'est la fin de cette émission, merci beaucoup de l'avoir regardée jusqu'au bout. Si elle vous a intéressé, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à la partager autour de vous ou à nous laisser un commentaire. Je vous rappelle que ce qui me permet d'écrire une émission de ce type, c'est notre indépendance. Car à Blast, nous sommes financés par vous, notre audience. C'est vous qui permettez la production de telles vidéos qui nécessitent toute une équipe, monteurs, ingénieurs du son ou encore cadreurs, pour n'en citer que quelques-uns. Donc si vous le pouvez, n'hésitez pas à faire un don ou à vous abonner sur blast-info.fr. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle émission économique.